bienvenue à toutes et à tous. Deux communications juste avant de passer la parole à Margot qui modère ce premier panel. Il y a eu des petits changements de programme peu dernière minute. Donc, dans ce premier panel de ce matin qui prévoyait 5 intervenants, finalement, il y en a un, Marianne Urgoni, qui a dû désister à la dernière minute, en gros ce matin, et une autre, Cassiope Nsonde, qui pour l'instant ne s'est pas manifestée. Donc, c'est bien probable qu'elle n'arrive pas. Elle est à Brazzaville, donc elle aurait dû se connecter en ligne. Dans le pire des cas, on montrera en vidéo qu'elle a tourné, en fait, qui faisait partie de son projet. Son projet de recherche s'intéresse à des producteurs culturels de la diaspora entre Paris et Bruxelles. Elle avait fait une série d'entretiens, fait un montage d'une vidéo, donc on montrera plutôt cette vidéo. L'avantage de tout ça, c'est qu'on aura un petit peu plus de temps de discussion et on sera moins pressé. Donc, on a du coup 3 interventions, puis les commentaires de notre discutant Denis Constant Martin, et puis bien sûr, on ouvrira à la salle. Moi, je passe la parole à Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, après 3 panels hier très riches sur les associationnismes en diaspora, nous passons aujourd'hui au 4e panel intitulé Culture diasporique, production, représentation, circulation. Et j'accueille sans plus attendre les premiers intervenants. Étienne Damom, qui est maître de conférences en sciences informatiques et de communication à l'Université Bordeaux-Montaigne, Étienne Sossou et Étienne Todo-Alipuy, qui sont doctorants en sciences de l'information et de la communication. Vous avez donc 15 minutes. Bien, merci, bonjour. Et oui, donc pour reprendre un peu rapidement les présentations, c'est Étienne Damom, maître de conférence habilité à diriger les thèses en sciences de l'information et de la communication. Je suis accompagné de mon doctorant, Étienne Sossou, voilà, qui est en 3e année de thèse avec moi. Et Joël Todo, qui est un autre étudiant à moi, mais qui n'est pas ici avec nous, puisqu'il est en ce moment au Togo, en Afrique. Bien, alors, donc, Alexandro m'avait demandé s'il était possible de réaliser, de faire le point sur les médias numériques des diasporas africaines ici en France. J'avais répondu que oui, c'était faisable, que c'était l'occasion pour moi de faire moi-même le point sur un sujet que je connaissais un peu pour l'avoir traité autour des années 2010-2011. Mais bon, j'ai pas mal de charges, donc je me suis associé 2 doctorants pour réaliser ce travail-là. Et donc, nous avons emprunté le terme aux géographes, bien que nous n'en soyons pas, évidemment, le terme mapping des pratiques, qui peut laisser entendre que, ou laisser attendre une cartographie des pratiques. En réalité, c'est une sorte de typologie finalement des pratiques donc informationnelles et communicationnelles des diasporas africaines. L'objectif de l'étude, objectif qui avait été dans la commande, c'était donc de dresser une cartographie des productions médiatiques numériques, mais aussi de faire le point sur l'actualité de la recherche sur le sujet. Et donc, dans cette présentation de ce matin, je vais d'abord aborder la question donc, du 2e objectif et ensuite, nous verrons un peu toute la partie recherche qui a conduit à adresser, on va dire comme ça, une typologie des pratiques et à partir d'une base de données que nous avons constituée nous-mêmes. Alors, donc, il faut retenir en quelques mots, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, en quelques mots que cette recherche que nous avons menée s'insère dans un cadre d'une tradition, on va dire comme ça, de recherche sur les médias diasporiques, c'est-à-dire la question fondamentale de savoir un peu comment est-ce que
on va dire les migrants, anciens ou nouveaux, en tout cas, utilisent les supports de communication pour bâtir une identité, s'insérer dans une communauté, enfin, dans un contexte, en particulier le pays d'accueil, mais en même temps tissent le lien, gardent le lien avec le pays d'origine. Donc, c'est une tradition de recherche qui est ancienne, ou pas si ancienne que ça, puisque en France, ici en particulier, c'est à partir des années 1990 que sont suscitées les premières recherches. Il y en a eu pas mal et aussi dans les années les années 2010, 2000 et 2010. Et ce qu'on observe, c'est que dans un premier temps, évidemment, et je crois que Alessandro reviendra là-dessus, les recherches portaient surtout sur les médias électroniques, les médias classiques des migrants. Et puis, avec l'essor d'Internet, on a commencé effectivement à voir en cet outil le médium, on va dire comme ça, diasporique par excellence, dans la mesure où effectivement, grâce à Internet, il a été possible à la fois d'atteindre, donc de toucher la cible locale, mais aussi évidemment le lien avec la communauté et alors de créer un lien transnational souvent permettant donc de construire une nouvelle communauté souvent beaucoup plus large que celle de départ. Et il ne s'agit pas de s'attarder là-dessus, mais donc la plupart des travaux sur les médias diasporiques à partir de la deuxième moitié des années 1990, et surtout dans les années 2000 jusqu'à 2012 d'ailleurs, ou 15 même, eh bien, l'essentiel des recherches portait sur la place d'Internet, donc dans la construction identitaire, mais aussi dans l'information, à la fois donc, sur les pratiques communautaires des migrants, mais aussi leur interaction avec le pays d'origine. Alors, progressivement, on trouve la place des médias sociaux, en particulier donc à partir des années 2015, pardon, où avec l'essor de Facebook, avec l'essor de WhatsApp, etc., eh bien, d'autres supports de communication sont venus s'ajouter et ont élargi, du coup, évidemment, les possibilités, faciliter les interactions. Et donc, un certain nombre de recherches ont été consacrées à ces questions-là. Et évidemment, ce qui intéresse les chercheurs, c'est à la fois, évidemment, ce que les migrants font de ces médias, mais aussi ce qu'ils font apporte à la communauté. Et donc, dans une sorte de balance entre la préoccupation de savoir donc, ce qu'ils font concrètement, donc ce qu'ils produisent comme contenu, ce qu'ils utilisent comme support, mais en même temps aussi ce qui est produit comme contenu apporte à la communauté, aux migrants, dans leur insertion dans le pays d'origine, dans l'affirmation d'une identité en particulier, dans la prise de position par rapport à l'actualité et en particulier l'actualité les touchant, mais en même temps donc ce lien fort qui est maintenu avec la communauté d'origine, donc le pays d'origine. Il y a un certain nombre donc d'éléments permettant donc de comprendre, de suivre un peu toutes les recherches, enfin, identifier pas toutes les recherches sur ces médias-là.
Ensuite, concernant précisément les médias africains, de façon plus concrète, évidemment, il y en a beaucoup. Bon, il ne s'agit pas ici, évidemment, de privilégier certaines productions par rapport à d'autres. Ce qui est intéressant ici, c'est que les médias diasporiques, et on reviendra là-dessus, hein, dans la partie recherche proprement dite, les médias diasporiques, les recherches sur les médias diasporiques font ressortir un peu les fonctions qui traversent un peu les productions. Et donc, on montre, comme je l'ai déjà dit, qu'il s'agit de continuer une trame qui a été dessinée depuis le pays d'origine, mais qui se continue. Il s'agit, on regarde à travers, on perçoit à travers ces outils-là une sorte de, j'ai un débit lent. Est-ce que vous avez vérifié là? J'ai déjà parlé 10 minutes. Bon, alors je laisse tomber ça et je passe à autre chose. Eh bien, à propos du mapping des médias, là aussi, bon, alors je vais résumer. Nous avons rencontré évidemment des difficultés qui nous ont amenés à faire des choix. Alors, les difficultés, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de base de données permettant donc d'aller faire un échantillon. Il n'y a pas non plus, pour beaucoup de médias en ligne, une véritable identité derrière. Difficile d'identifier les personnes, donc de remonter jusqu'à eux pour faire des vérifications, éventuellement pour faire des entretiens. Et donc, nous avons dû évidemment donc faire le choix de nous limiter à ce qui nous a été paru comme étant assez clairement identifié. Et donc, premier choix. Deuxième choix, on a voulu diversifier un peu, c'est-à-dire ne pas nous centrer uniquement, par exemple, sur Internet, mais de voir aussi ce que produisaient un peu les autres médias. Troisième choix, celui de faire un peu de la qualité, parce que finalement, même s'il était possible de multiplier, d'élargir le plus possible l'échantillon, nous avons voulu finalement nous centrer uniquement sur 130 médias au départ de l'Afrique francophone, mais qu'on a élargi à l'Afrique anglophone et même lusophone pour être complet. Alors, je n'insiste pas sur les techniques. Je passe la parole, comme ça on fait de l'économie de temps pour les résultats. Donc, comme M. Damon vient de le dire, notre étude se veut être une étude descriptive et analytique qui se base sur un certain nombre d'éléments pouvant permettre de saisir la typologie de ces médias, leurs usages, leurs fonctions et les caractéristiques des promoteurs de ces médias. Alors, en termes de nature, nous avons identifié 8 différents types de médias, à savoir la presse en ligne, les sites web, les blogs, les web TV, les médias sociaux. Par rapport à leurs cibles, nous avons 2 catégories de cibles en fonction de ces médias. Nous avons des médias que nous avons qualifiés panafricains compte tenu de leurs cibles et des contenus proposés. Ici, on peut citer par exemple Africa 24 qui cible en général les membres de la diaspora et même les Africains à partir de leur contenu, ou la radio Africa numéro 1 qui cible en général comment appelle-t-on l'ensemble de la communauté diasporique africaine. À côté de ça, nous avons les médias communautaires
voilà, dont les contenus sont orientés vers un cible vers une cible bien définie. C'est généralement les associations. Les associations, ici, on peut voir les associations ghanéennes, nigériennes, gabonaises, qui ont leur contenu vers leur communauté. De par leur statut, nous avons des médias institutionnels. Ce que nous ne qualifions pas médias institutionnels, ce sont des médias créés par les personnes morales en termes juridiques pour dissocier voilà, des personnes physiques. Donc, ce sont des personnes morales, c'est-à-dire les organisations bien constituées, à savoir les associations ou des médias traditionnels qui ont une ouverture sur le web ou bien sur le numérique. Et il y a aussi les médias créés par des personnes physiques. Ici, on peut citer par exemple le compte, la page Facebook de Egunti, le responsable de LDNA, qui rassemble plus de 5000 abonnés. Nous avons voulu aussi voir comment est-ce que la création de ces médias-là ont évolué dans le temps. Et nous avons dégagé trois différentes périodes. Avant l'année 2000, nous avons constaté que c'était la période de l'émergence de l'Internet. Et on a voulu voir comment est-ce que ces acteurs utilisent l'Internet qui était en émergence. On a vu que c'était la période de la création, mais avec un peu de timidité, bien sûr, avec la création des sites web et des adresses mail permettant aux gens de la diaspora de pouvoir communiquer avec leurs membres. Mais à partir de 2000 à 2010, on a constaté qu'il y a un engouement, une dynamique dans la création de ces médias, surtout en ce qui concerne les sites web et les blogs. Et quelques comptes aussi sur Facebook, puisque Facebook a été créé en 2014 et ces acteurs sont saisis aussi du Facebook pour pouvoir se mettre en lien avec leur communauté. Mais à partir de 2010 jusqu'à nos jours, nous avons vu une émergence que je pourrais qualifier exceptionnelle des médias sociaux. Et ces médias sociaux, on peut comprendre pourquoi, hein, parce que c'est plus facile aux acteurs de créer ces médias parce que ça ne nécessite pas une grande compétence, ça ne nécessite pas non plus un grand moyen financier, ça ne nécessite pas non plus beaucoup de temps. Les gens pourraient se mettre devant leur ordinateur et parler. Donc, c'est plus facile aux gens de la diaspora de créer ces médias. Et nous avons constaté une diminution ou bien une régression de la création des sites web ou surtout des blogs, parce que la création d'un blog nécessite plus de compétences, plus de temps pour élaborer les articles, les publier, et plus de moyens financiers aussi pour gérer le blog. Donc, du coup, la création des médias sociaux ont pris une ampleur assez exceptionnelle à partir de 2010 jusqu'à nos jours. En ce qui concerne les promoteurs de ces médias, comme je le disais tantôt, nous avons dégagé deux groupes d'acteurs. Concernant les acteurs institutionnels, on peut citer les associations. Beaucoup d'associations ont une ouverture sur le numérique qui leur permet de pouvoir maintenir le lien avec leur communauté. Il y a aussi les groupes politiques. Des groupes politiques, ici, on peut citer NPP France, qui est un parti politique de Nana Akufo, de l'actuel président du Ghana, qui a été créé ici pour renforcer le lien avec ses membres et pour les galvaniser, les motiver aussi pour les prochaines élections ou bien pour d'autres objectifs. On peut citer également certains groupes, certaines sociétés ou bien des groupes privés comme Griot, qui est une plateforme numérique qui fait la valorisation des produits africains ou bien de la diaspora. Donc, sur cette plateforme, vous allez voir
la promotion des cultures, enfin, des produits culturels ou des productions issues de la diaspora qui sont mis en avant sur cette plateforme pour permettre aux gens de la diaspora de pouvoir consommer les produits qui sont issus de la diaspora et aussi donner plus de visibilité à tout ce qui est fait ou à tout ce qui est produit par la diaspora. Donc, les seconds acteurs sont les individus, comme je viens de le citer tout à l'heure pour le responsable de la MDNA. On s'est posé la question de savoir quel est le rôle, quel rôle réel jouent ces médias au sein de la communauté, diasporique, et nous avons dégagé un certain nombre de fonctions, à savoir la fonction informative. Ces médias, puisque ça comporte, il comporte également des web radios ou des radios traditionnelles, mais qui ont une ouverture sur l'Internet. Ces médias permettent aux gens de la diaspora de s'informer ou bien d'avoir les informations sur l'actualité de leur pays d'accueil ainsi que sur l'actualité de leur pays d'origine. Ici, on peut citer par exemple certaines radios qui font des émissions interactives pour pouvoir permettre aux gens de la diaspora de pouvoir partager leur vision également avec les autres. Il y a aussi la fonction communicative qui est plus développée par les associations pour accompagner les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil, à les accompagner dans les démarches administratives ou encore à les aider, surtout en temps de crise. Nous avons vu comment est-ce que l'association ABES, comme Ibrahim l'a présenté hier, l'association ABES, qui est une association des étudiants sénégalais à Bordeaux, a accompagné ses membres dans la distribution des vivres. On peut citer également l'association des étudiants togolais Areta, qui a même tissé un partenariat avec un magasin de distribution des produits alimentaires pour que les étudiants togolais en difficulté puissent acheter à crédit pour que lorsque la situation va s'améliorer, ils puissent payer ou bien honorer leur engagement. Donc, ces médias constituent également un espace de revendication identitaire. On a vu que certains font la promotion de la culture de la culture de leur pays, comme l'association des Ghanéens ou des Béninois, qui organisent des séances de danse traditionnelle ou de la promotion de leurs produits culturels. Donc, comme je le disais également, ces médias jouent une fonction communautaire pour accompagner, pour aider leurs membres à mieux s'intégrer dans le pays d'accueil. Ils jouent également une fonction de lutte contre la discrimination. Nous avons recensé un certain nombre de médias comme NDNA ou autres qui font des lives pour pouvoir revendiquer le droit des migrants lorsque ces droits sont bafoués ou lorsque un migrant ou bien un membre de la diaspora est en difficulté face à une institution. On voit comment est-ce que ces membres mobilisent ces médias pour pouvoir aller revendiquer ces droits. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux un membre de la diaspora qui était allé dans l'une des grands musées de Paris pour aller revendiquer les objets traditionnels et culturels de l'Afrique, comme quoi ça a été volé. Donc, ces médias sont une ouverture de mobilisation des acteurs de la diaspora autour de ces idéaux. Et c'est également un moyen de mobilisation sur le plan politique aussi. Parce que ici, nous avons recensé certains médias comme celui du parti de Jean Ping qui mobilise les Gabonais autour de son parti, ou même vise
la formation de l'opinion publique ou de l'opinion internationale sur ce qui se passe dans les pays, dans leur pays d'origine. Donc, ces médias sont d'une perspective transnationale pour donner plus de visibilité aux actions, pour lutter contre le droit pour lutter pour le droit de l'homme ou pour lutter contre les abus, même dans les pays d'origine. Tous ces médias-là permettent aux gens de la diaspora de voir ce qui se passe dans le pays d'origine, en même temps de leur permettre de se positionner par rapport à tous ces éléments. C'est également un outil d'engagement sur le plan du développement international. On peut ici citer qu'on appelle ACAFI, qui est une association bordelaise, mais qui intervient dans plusieurs pays en Afrique, au Togo, en Mauritanie et autres, sur des projets de développement. Et ils utilisent ces médias-là pour donner plus de visibilité à leurs actions qu'ils réalisent en Afrique. On peut citer également l'association des Ghanéens qui aussi mobilise des moyens pour aller aider les enfants ghanéens au Ghana, et à travers leur page, on peut voir toutes les activités qu'ils mènent que ces acteurs mènent sur le terrain, et qui permettent aussi de mobiliser d'autres acteurs autour de cette cause-là. Pareil, sur le plan culturel, comme je le disais tantôt, je peux citer ici le magazine Afia Magazine, qui a été créé dans les années 80. Afiavi Magazine, qui a été créé dans les années 99, si j'ai une bonne mémoire, qui fait la promotion de la culture. On a l'Institut culturel africain qui a été créé en 2019 aussi, qui fait la promotion de la culture africaine d'une manière un peu générale. Et l'ensemble de ces médias vise à un changement de perspective vis-à-vis de l'Afrique, parce que la représentation telle que projetée par les médias internationaux fait qu'on présente l'Afrique en termes de guerre, de famine, de malnutrition, etc. Donc, ces médias s'engagent d'une manière à ce qu'il y ait un changement de perspective, un changement de regard, un changement d'image de l'Afrique. Et ces médias-là sont vraiment, comment dirais-je, très actifs sur cette thématique. En conclusion, nous pourrons dégager très rapidement 3 voire 4 enseignements. Le premier enseignement nous permet de constater que même si on voit cette dynamique des acteurs de la diaspora dans la création de ces médias, certains pays sont complètement absents. Je peux citer par exemple le cas des Tchadiens, qui sont très absents sur ces médias. On ne les vu quasiment nulle part. Alors que quand on prend par exemple les Gabonais, l'association des étudiants gabonais sont présents. Nous avons constaté autant de pages Facebook créées qu'autant d'associations des étudiants gabonais implantées dans les différentes villes françaises. Donc, on voit qu'il y a une différenciation au niveau, en termes de dynamique de la création de ces médias. Le deuxième enseignement qu'on peut rapidement tirer, c'est que ces médias veulent provoquer un changement démocratique dans leur pays d'origine, et les contenus produits permettent effectivement de voir cet objectif qui est ancré dans leur dynamique. Le troisième enseignement, c'est que ces médias aussi visent à la libération à la libre expression des membres de la communauté. Ils permettent aux membres de la communauté de pouvoir s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent dans les pays d'accueil, et de pouvoir trouver aussi, dans une perspective d'entraide et de coopération, d'entraide, de pouvoir trouver des solutions par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent.
Et comme je le disais tantôt, ces médias veulent concurrencer les médias traditionnels internationaux dans le traitement de l'information portant sur l'Afrique. On veut vraiment une nouvelle dynamique, voilà, une nouvelle vision, une nouvelle perspective de l'Afrique, de cette Afrique-là qui émerge, de cette Afrique-là qui se développe, de cette Afrique-là qui a un avenir meilleur, ou bien un avenir meilleur que ce qu'on nous présente généralement de l'Afrique qui parfois ne cadre pas forcément avec la réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces présentations. Je préviens juste qu'on gardera les questions pour la fin, après la discussion. Et on passe donc à la présentation de Alessandro Jedlowski, qui est anthropologue des médias et coordinateur de la chaire des diasporas africaines ici à Sciences Po Bordeaux, et qui va présenter une communication intitulée « Médias audiovisuels et diaspora africaine en France, enjeux de la représentation au défi de la production », des enjeux de la représentation au défi de la production. Un peu comme la présentation qui a précédé, le papier que je présente ici, c'est en fait une étude qui essaie de proposer un peu une relecture de la littérature déjà existante. C'était un peu l'esprit d'un certain nombre d'études qui ont été commanditées par la chaire, comme on disait hier, pour essayer de faire un peu un point et pouvoir montrer aussi et revenir sur cette question qui vient souvent des institutions. Oh, mais il n'y a pas effectivement beaucoup d'études sur ça. En vérité, il y en a énormément. Donc, l'intention, c'était justement d'essayer de montrer toute cette variété, cette richesse d'études qui existe déjà. Moi, je m'occupe des médias africains et de la diaspora depuis plusieurs années, mais ce terrain français était nouveau pour moi, c'est-à-dire que je me suis occupé de ces questions-là plutôt par rapport à l'Italie ou l'Angleterre. Et du coup, je suis sûr d'avoir aussi laissé à côté tout un tas probablement d'études, de textes aussi intéressants, mais inévitablement, un exercice de ce genre oblige à faire un tri et à essayer surtout de montrer des tendances et des arguments, parfois en choisissant les arguments un petit peu plus extrêmes pour pouvoir aussi montrer la variété des positions qui s'offrent. En m'embarquant dans cette étude, tout d'abord, deux constats qui ont émergé assez vite dans cette littérature. C'était premièrement un certain retard, disons, des Français sur la question de la relation entre médias audiovisuels et diaspora noire en France. Je parle de médias audiovisuels pour mettre ensemble à la fois le cinéma, mais aussi la télévision. Voilà, aujourd'hui, ça pourrait s'élargir même à tous ceux qui sont ces médias un petit peu d'intersection, comme les vidéos postées sur YouTube ou d'autres choses de ce genre, ou les télévisions en ligne. Mais il y a effectivement très, très peu d'études, voire aucune étude déjà qui s'intéresse à ces questions-là. On y reviendra. En tout cas, premier constat, c'était, disons, un retard dans la littérature francophone sur ces questions, qui sont par contre au cœur, notamment, par exemple, des Cultural Studies britanniques. Et en général, et ce constat traverse aussi bien les études existantes en France que les études anglophones, c'est une majorité d'études qui s'intéressent aux questions de la représentation et beaucoup moins aux questions, à d'autres approches qui pourraient être aussi bien intéressantes, comme par exemple la place, disons, des minorités dans les processus de production ou les pratiques de consommation et de réception de médias par ces mêmes minorités. Donc, je vais dans cette présentation, le plus rapidement possible, faire d'abord un point sur cette question de représentation qui reste quand même centrale dans cette littérature, pour aller ensuite à la question de la réception et puis à celle de la production. Donc, cette littérature sur les questions de représentation, une première remarque qu'on peut faire, c'est que jusqu'aux années 2000, c'est une littérature qui utilise beaucoup, elle se développe au prisme du terme de la migration et dans ce sens, elle déjà implicitement a en quelque sorte un limite parce qu'en se référant inévitablement en termes de migration et pas, mettons, de diaspora ou afrodescendance ou d'autres termes qui ont émergé par la suite, positionne ces minorités comme à l'extérieur d'un tissu national qui serait homogène et blanc, chrétien, français. On voit de toute manière,
des transformations émergeaient déjà aux années 90. Dans le texte plus élargi, je ramène aussi les exemples concernant, disons, les diasporas maghrébines et toute la question autour de beurre qui émerge bien plus tôt aussi dans la littérature et même en termes de mobilisation. Je ne vais pas pouvoir y rentrer ici. C'est important quand même de reconnaître que ces mobilisations ont eu un impact, bien sûr, aussi sur les mobilisations plutôt, disons, noires, panafricaines qui ont émergé plus tard. Dans ce cadre-là, il y a eu, à la fin des années 90, un certain nombre de revendications, notamment portées par le collectif Égalité, mais aussi par d'autres, qui ont commencé à secouer un petit peu les choses, en amenant notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel à commanditer un rapport fait par une chercheuse, je crois d'origine camerounaise, Malonga, sur les présences et représentations de minorités visibles à la télévision française. Et en relation à ce rapport, a introduit une série de transformations, de changements dans le cahier des charges pour inciter les radiodiffuseurs, notamment, à prendre en compte la question de la diversité aussi en termes de recrutement, mais évidemment aussi en termes de représentation. Cependant, Malonga elle-même trace un bilan quelques années plus tard qui reste sombre en disant qu'en fait, ce changement a été suivi surtout en termes de, sur le plan de la visibilité, insérer quelques caractères noirs par ici et par là, mais pas vraiment sur la qualité des représentations. Une situation similaire peut être vue dans le contexte de cinéma où, à partir de 2007, il y a la création d'une commission Images de la diversité qui finance quand même un nombre consistant d'œuvres et distribue, disons, des aides. Mais les polémiques restent régulières pour tout un tas de raisons. Dans la littérature, j'ai trouvé notamment des discussions autour de 2 films, il y en a sûrement bien d'autres. C'est-à-dire que même si la conscience de cette complexité aussi en termes de casting et de représentativité était déjà débattue, on trouve après des films comme par exemple L'autre Dumas, dans lequel il y a ce casting de Depardieu qui incarne un Dumas et son africanité et qui semblerait totalement, inapproprié, et ça fait l'objet de beaucoup de critiques, aussi bien qu'un film qui a eu, par contre, en France notamment, une réception plutôt consensuelle, Les Intouchables, mais qui, outre-Atlantique, a été largement critiqué. Je ne vais pas reporter ici des morceaux d'articles sortis sous Variety, qui est un peu l'organe de presse officiel d'Hollywood, qui, en quelque sorte, détruisent ce film en disant à quel point ça a des implicites de racisme très forts et reproduit une narrative style Oncle Tom. Et c'est intéressant parce que c'est en fait quelque chose qui revient beaucoup dans cette littérature, c'est la diversité ou la difficulté de dialogue entre les positions, disons, américaines et françaises sur ces thématiques. Parfois, une intraduisibilité ou une espèce de mécompréhension réciproque assez forte sur la manière d'utiliser certaines catégories et de proposer certaines actions pour remédier à ce qui émerge de cette littérature. Bon, il y a plein d'éléments. Moi, je trouve intéressant en particulier deux lignes de réflexion. D'un côté, la question des appuis à la production, on y reviendra tout à l'heure quand on regarde à la littérature sur la production, qui souligne comment, en fait, on se retrouve dans une situation dans laquelle aussi bien sûr de l'audiovisuel au sens plus large, reste pour les années 90, 2000, intense en termes économiques. Ça demande beaucoup de moyens. Il faut donc demander des aides qui sont souvent attachées ou en tout cas renvoient les demandeurs à leur pays d'origine. Donc, on se trouve avec beaucoup de réalisateurs, on y reviendra tout à l'heure, d'origine africaine, résidant en France depuis des années, voire même des générations, qui se retrouvent en fait pour avoir un espoir d'obtenir un financement, à devoir recadrer leur narratif, soit autour de l'immigration, soit autour de pays d'origine. De l'autre côté, il y a la question qui est assez peu développée dans la littérature francophone, mais qui est devenue assez importante dans le monde anglophone, des normes et des standards implicites dans ces industries elles-mêmes. C'est-à-dire que dans la formation, enfin, en France, on en a vu un bout de ce débat autour de la question du ballet de l'Opéra de Paris et les coiffeurs qui ne sont pas capables de coiffer une coiffure afro, mettons. Donc, c'est un peu à l'extrême de ce débat, mais la question de fond, c'est
les implicites d'une structure de production qui vont de trucs aussi triviaux qu'est la lumière. On apprend en fait dans les écoles de cinéma occidentales, mais qui en fait ont exporté leur modèle un peu partout, des techniques d'éclairage qui sont très bonnes pour éclairer des peaux blanches, mais elles posent souvent des problèmes techniques en termes d'éclairage de peau noire. Même chose pour tout un tas d'autres choses. Et puis, bien sûr, la question du casting qui fait qu'il y a une tradition d'acceptation de casting d'une personne blanche dans n'importe quel rôle, tandis que des personnes, notamment noires ou plus en général des minorités, peuvent être castées exclusivement pour certains rôles. C'est-à-dire que, et ça, évidemment, ça a changé entre-temps, mais ça a été aussi objet de débat, notamment dans le monde anglophone et de plus en plus dans le monde francophone. On y reviendra à la fin parce qu'encore en 2020, un livre a été publié, Noir, c'est pas mon métier, par un collectif d'actrices qui souligne exactement, en fait, tout étant noir, on peut jouer plein d'autres rôles qui ne sont pas forcément stéréotypés. Donc, je disais au départ qu'il existe quand même aussi une littérature, même si beaucoup plus minoritaire, sous la question de réception, qui est tout à fait intéressante à travailler parce que ça nous montre aussi certains des blocages qui existent autour de ces questions. D'abord, il faut dire que dans le contexte international, notamment anglophone, il y a une littérature qui a explosé à partir des années 90, notamment en lien au développement, à l'innovation technologique, qui associe les diasporas et notamment fait en quelque sorte un lien entre innovation technologique et diaspora en disant, bon, les diasporas, c'est les utilisateurs idéaux de ces nouvelles technologies, ça les branche, ça les connecte. Et du coup, voilà, on pense aux travaux de Appadurai, des Mediascapes et plein d'autres travaux tout à fait intéressants et juste à tout un tas d'égards, mais qui ont amené un petit peu à mettre d'à côté des questions également importantes, donc tous les obstacles aussi qui existent à cette mobilité, à cette circulation, mais surtout, ce que je trouve intéressant aussi comme critique qui émerge dans certains de la littérature, notamment française, francophone, notamment dans les travaux de Tristan Matlar, c'est la question de dire, en fait, cette littérature a fait des membres de diaspora un public hors norme, c'est-à-dire on les regarde que par leur préférence qui arrive à confirmer cette thèse de leur branchement diasporique, mais on ne les regarde pas en tant que public normand qui peuvent avoir tout un tas de choix et de désirs contradictoires. Et donc, la suggestion de Matlar, c'est justement d'aller regarder ce public dans sa pratique quotidienne pour voir aussi à quel point ces comportements peuvent être bien au-delà des attentes spécifiques. Dans ce cadre-là, les études, en vérité, sur ces questions se sont multipliées avec l'innovation technologique, les médias sociaux, et donc on a entendu déjà plein de trucs bien intéressants dans la présentation précédente. Je trouve qu'il est important quand même de se souvenir de la dimension longue historique de ce phénomène et de se souvenir que, par exemple, un premier élément qui a effectivement bousculé les habitudes de consommation de diaspora, c'est l'intervention de la vidéocassette qui branche en fait les publics au pays d'origine avec des réseaux souvent très informels, hors radar, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut étudier. Il n'y a pratiquement aucune étude sur ça, ou en tout cas, je n'en ai pas trouvé en France, mais il y a quelque chose qui a émergé notamment en relation à l'industrie du cinéma nigérien parce que elle émergeait autour de la technologie de la vidéocassette. Ces films ont tourné beaucoup dans la diaspora et du coup, voilà. Mais ça concerne plutôt l'Angleterre, par exemple, ou les États-Unis, un petit peu l'Italie. Mais on a, par exemple, le cas des Guignols d'Abidjan, la première, disons, série abidjanaise, qui est très intéressant, potentiellement comme étude, parce que c'est une série qui a été produite à Abidjan, mais avec déjà en tête exclusivement le marché diasporique, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas vendue à Abidjan au départ, elle était vendue, imprimée, doubliée à Paris, et ça a eu un succès énorme dans la diaspora, donc ça montre à quel point ces réseaux se mettaient en place. Il y a bien sûr après toute la question de télévision diasporique, ou en tout cas de l'accès aux télévisions satellitaires des pays d'origine. Là, la littérature qui existe est prioritairement sur les télévisions arabes ou maghrébines. Et là aussi, on a des études quand même qui montrent des choses assez intéressantes parce que si d'un côté, historiquement, il y a eu face à l'émergence de ce phénomène, disons, un peu presque, on dirait, une panique de la part du gouvernement français qui les voyait comme une menace à la construction de la communauté imaginée de la nation française à partir des médias français.
du coup, ou menace à l'intégrité de l'identité nationale française, mais les études qui existent montrent toute autre réalité, des utilisations contradictoires, notamment différenciées par génération. Des études montrent, par exemple, que si les générations de premiers arrivants plus âgés ont tendance effectivement à aller vers ces médias, surtout pour un peu pour un sens nostalgique, pour avoir des informations, des images du pays, souvent, les nouvelles générations vivent ces médias comme imposés par leurs parents. Ça ne les intéresse pas trop et s'ils les regardent, ils les regardent pour chercher du divertissement, par exemple. Dans les recherches qui existent, les plus jeunes cherchent surtout à regarder des séries, par exemple. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes interviewés dans certaines de ces études, en vérité, déclarent aller beaucoup plus vers des types de divertissement qui les relient transversalement à leur génération, qu'elle soit donc blanche, jeune ou autre, et pas forcément à cette constituency ou cette communauté ethnique. Donc, ça contredit complètement les hypothèses et les peurs officielles. Mais ce qui est intéressant aussi, que ces recherches montrent que s'il y a un élément transversal d'accord dans les publics vis-à-vis de ces médias, ou vis-à-vis de la consommation médiatique, c'est comment dire, la condamnation de la dimension de stigmatisation des minorités dans les médias français. Et donc, cette stigmatisation devient moteur justement d'aller chercher autre chose. Un peu le même constat peut être trouvé dans le peu de littérature qui existe sur cette consommation pour ce qui concerne les diasporas noires en France. Et là, le constat reste le même, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de ras-le-bol face à la manière dont les médias traditionnels français montrent et représentent les Noirs et la diaspora africaine sur les fictions, mais aussi dans les news. Et du coup, on recherche d'autres médias. Mais là aussi, à la place d'amener forcément vers un repli communautaire, au contraire, ce qui s'est produit, selon ces recherches, c'est plutôt une dispersion et une fragmentation des habitudes du public qui vont plutôt, par exemple, à la recherche de représentation positive, ce qui est souvent donc offert souvent par plutôt des programmes américains et afro-américains. Donc, on imagine bien les séries comme The Cosby Show, Le Prince de Beverly Hills et d'autres séries à casting entièrement noir qui ont eu qui sont devenus effectivement des alternatives pour pouvoir avoir une mise à l'écran positive, de rôle positif noir. Tout ça nous fait inévitablement comprendre à quel point, en fait, un point crucial, c'est le manque d'une représentation autre qui viendrait effectivement de producteurs qui appartiennent aussi à ces minorités, qui sont en moyen de proposer aussi des représentations qui aillent à l'encontre des stéréotypes dominants. Et les débats autour de la question de la production sont là aussi plus développés dans le monde anglophone, où quand même, je pense, et c'est important de le souligner, il vient aussi avec des suggestions de prudence, c'est-à-dire que il s'agit quand même de productions qui sont également exposées aux dynamiques de marché qui peuvent fortement le bousculer, c'est-à-dire il y a par exemple disons, de la race et de la différence. Ça, c'est notamment un discours qui Bellux développe en relation aux États-Unis, mais qui reste important comme référence pour réfléchir à des dynamiques complexes, fondamentalement basées sur le fonctionnement du capitalisme, qui amènent à une commodification of race. Et oui, et puis aussi, il faut éviter, le risque de même là où il y a quand même des formes
minoritaires qui peuvent devenir mainstream, il faut quand même se souvenir qu'au fond, la question de la différence et de la marginalisation en termes d'accès aux moyens de production reste centrale. Donc, comme je disais, ces études sur la production restent relativement peu développées. Personnellement, je trouve qu'il y a tout un tas de nouveaux médias qui seraient intéressants d'explorer, qui sont peu explorés. Justement, voilà, je parlais des chaînes YouTube, par exemple, menées par des acteurs de la diaspora, des télévisions diasporiques en ligne, et ainsi de suite. Et je coupe un peu court parce que mon temps est presque terminé. Une autre note qu'on retrouve dans cette littérature, c'est aussi de souligner comment ces dynamiques plus larges de capitalisme et de, disons, tendances néolibérales font que parfois, dans les petits espaces qu'on peut trouver pour raconter une histoire, on a tendance à mettre en valeur beaucoup les success stories, les histoires positives, parce qu'il y a une espèce de imposition à essayer de montrer à quel point on est la contribution positive que cette diaspora, ces minorités peuvent offrir à la société, c'est qui du coup finit aussi pour avoir un effet de déformation par rapport à la liberté créative de ces productions. Les études concernant la production cinématographique, voilà, vont un peu dans cette même direction. Notamment, il y a une forte critique qui émerge, notamment par rapport aux structures d'aide à la production et à quel point elles ont tendance à pousser les producteurs et les artistes vers un ancrage identitaire qui ne serait pas forcément le leur, mais le système de financement fait que tu as plus de chances d'obtenir ton financement si, en tant que réalisateur diasporique, tu parles de l'Afrique, de l'expérience de la migration, etc. Si tu racontes une histoire de vie quotidienne autre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces financements. On arrive jusqu'au point, selon Peter Bloom, qui a travaillé un peu sur les questions postcoloniales en France, de dire qu'en fait, l'essor du cinéma africain d'auteur qui a été très important entre les années 70 et 90, mais ça reste très important, a participé à masquer en fait l'absence des institutions françaises, leur incapacité de soutenir l'émergence d'une véritable production des minorités avec quelque chose de comparable à Channel 4 en Angleterre, donc un véritable soutien pour que la production de minorités puisse émerger. Donc cette revue de la littérature revient sur les musiques des diasporas africaines de France. Et elle est très ambitieuse puisque j'ai commencé après-guerre, après la Seconde Guerre jusqu'à aujourd'hui. L'objectif, c'était de montrer la diversité des approches épistémologiques et c'était de faire peut-être quelque chose de très français, comme tu viens de dire, Alessandro, c'est-à-dire de prendre la musique comme prétexte pour envisager les manières de lire, de percevoir et de décrypter les représentations des diasporas. Donc, dans cette courte présentation, je vais revenir sur les différentes approches scientifiques des musiques des diasporas africaines de France et je vais m'appuyer sur différents supports. C'est ça qui était, à mon sens, assez pertinent, travailler sur des livres, sur des thèses, articles scientifiques, mais aussi des web documentaires et des documentaires sonores. Donc, je commence avec des approches qui vont plus travailler sur l'histoire culturelle, avec tout d'abord, évidemment, je vous ai mis à chaque fois, pas citer toujours les auteurs, vous les avez en haut, avec un rappel de la présence des musiques mauresques en France dès les expositions coloniales, expositions universelles et coloniales à la fin du 19e siècle, et aussi des cabarets parisiens dans lesquels les artistes viennent jouer et se produire. Le Soleil d'Algérie, El Jazaïr, il y en a eu beaucoup. Je reviens sur ces études aussi qui vont parler de la création de ce répertoire de la chanson maghrébine de l'exil qui va apparaître dans les années 60 et qui ira jusque dans les années 80 et qui est inspiré par le genre de musique populaire dite shahabi, musique populaire algérienne shahabi. Cette chanson maghrébine de l'exil, c'est le répertoire de l'intime, c'est des chansons qui parlent à une communauté diasporique structurée par des allers-retours entre la France et l'Algérie. C'est un répertoire dans lequel les migrants vont chanter El Khorba, c'est-à-dire l'exil, avec les maux, les soucis, les problèmes perçus par les immigrés, la nostalgie, l'absence de la famille, et évidemment les discriminations vécues dans la vie quotidienne.
Ce répertoire va côtoyer aussi un autre répertoire qui est celui de la chanson kabyle, qui, dans le contexte qui va apparaître dans les années 70, dans le contexte d'une Algérie post-indépendante qui voit une arabisation massive de la société. Il y a une forme de résistance qui va s'organiser en France, mais pas seulement, mais quand même en France, qui va s'organiser autour d'une identité kabyle inspirée d'un passé ancestral avant l'invasion arabe. Et il va y avoir des chansons kabyles qui seront marquées par cette appartenance identitaire presque mythique, mais avec un son actuel des années 70, c'est-à-dire avec guitare électrique, basse, batterie, synthétiseur. Alors, c'est très frustrant parce que je ne peux pas vous passer des extraits sonores, mais je pense que vous voyez à peu près ce à quoi ça fait référence. D'autres approches qui vont analyser les musiques écoutées et jouées dans les foyers Sonacotra, qui étaient les foyers dans lesquels les migrants habitaient, migrants venus d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Et dans ces foyers émerge un personnage emblématique de la vie musicale de la diaspora d'Afrique de l'Ouest, qui est Mamadou Konté, et qui va créer un festival qui s'appelle Africa Fête, qui sera créé en 1978 et qui ira jusque dans les années 2007. Mamadou Konté devient producteur, promoteur de ces musiques d'Afrique de l'Ouest. Il va faire découvrir énormément de groupes, notamment Touré Kunda, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Baaba Maal, Positive Black Soul pour les plus connus. Alors, plusieurs études vont montrer d'ailleurs l'importance de Paris comme capitale des musiques africaines à partir des années 70, des années 80. On est aussi en lien avec toute l'émergence de la fameuse sono mondiale, de ces musiques du monde, dont je ne parle pas dans cette étude parce qu'il faudrait, vu toute la littérature qu'il y a sur ces sujets-là, il faudrait une autre étude à elle toute seule pour parler de ça. Et finalement, ça crée cette idée que Paris, capitale obligée pour produire un disque de musique dite africaine. Et de 1960 à 1990, ce que montrent ces études de l'histoire culturelle, c'est finalement la création d'un statut d'artiste qui, pour les Africains de France, qui était inexistant avant, et c'est donc petit à petit montrer aussi la visibilité des artistes et des communautés diasporiques d'Afrique dans la société française. D'autres approches vont être celles de l'anthropologie et de l'ethnomusicologie, qui vont travailler dans la même dynamique qu'une anthropologie du proche et qui vont présenter des recherches sur les lieux de musique, notamment les lieux de musique dans les villes, qui vont être travaillés comme des lieux d'échange imprévisibles, ouverts à des pratiques de créolisation des musiques. Je pense à des études notamment, par exemple, sur des quartiers comme le quartier Belleville à Paris, il y en a eu beaucoup. Mais c'est aussi, ce qui est travaillé, c'est la manière dont sonnent les villes qui va être interrogée en suivant les différentes trajectoires et les parcours de vie des musiciens des villes ayant un lien et un rapport avec la migration. Il y a beaucoup d'études, je pense notamment à cette série des atlas sonores du Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, et par exemple l'atlas numéro 25 qui va revenir sur comment sonne la ville de Saint-Étienne, qui va observer finalement différents espaces sonores, et l'intérêt de ces études sur la ville, c'est finalement, notamment anthropologique et ethnomusicologique, c'est de poser la question de qui écoute qui et surtout de quelle musique fait patrimoine pour qui. Je pense aussi à d'autres études plus récentes, notamment un web documentaire porté par un ethnomusicologue, Nicolas Prévost, qui est maître de conférence à Paris 10 et qui, avec ses étudiants, a travaillé à rendre compte des lieux de musique à l'échelle d'une ville, la ville de Nanterre en banlieue parisienne. Et ce web documentaire va suivre des musiciens, va proposer une cartographie des trajectoires musicales des musiciens. Et pourquoi c'est pertinent de le montrer par une cartographie? Parce que finalement, on voit bien que ces musiciens vont passer parfois en dehors des circuits classiques des institutions culturelles. C'est pour ça que c'est intéressant à voir. Je pense notamment aussi aux travaux de thèse. Elle a soutenu sa thèse en 2018, Claire Clouet, qui travaille sur la diaspora soninké en Île-de-France et qui va revenir sur ces musiciens du week-end, comme elle les appelle, qui sont invisibles pour une partie de la société française, mais qui vont sillonner les MJC, les salles des fêtes, dans un territoire urbain hyper connecté par le RER de la grande banlieue parisienne, et qui fait sens
pour la diaspora soninké, presque un territoire circulatoire à lui tout seul pour la diaspora soninké. Elle prend un exemple assez intéressant de Haruna Sidibé, qui le week-end est un chanteur de la communauté soninké d'Île-de-France et qui, la semaine, est électricien de la cité universitaire d'Antony. Donc, se focaliser sur les musiques des diasporas, ça permet de montrer finalement des réalités politiques différentes, hein, qu'elles soient catégorielles, de représentation, de rapports de domination, et qui sont présentes même dans le terme de diaspora. Je poursuis avec des études plus de l'ordre de la sociologie et des sciences politiques, hein, qui vont revenir, Alessandro en a parlé, sur les années 80, qui sont des années importantes dans le champ des études diasporiques en France parce que c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980 avec Mitterrand. C'est l'apparition dans l'espace public de ces jeunes dits issus de l'immigration postcoloniale, hein, avec la marche pour l'égalité et contre le racisme qui crée cette figure du beurre, donc arabe qui est en verlan rebeu et en verlan beurre. Et pour la presse de l'époque, c'est véritablement l'arrivée de ce rock métis ou d'un rock dit beurre, et qui montre, c'est intéressant, parce que ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, Alessandro, qui montre combien la revendication pour ces jeunes juste de faire du rock, comme la majorité des jeunes en France, hein, notamment dans les années 80, et ben, ça ne peut pas être juste du rock pour ces jeunes dits issus de l'immigration. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le groupe Carte de séjour, notamment connu parce que le leader chanteur Rachid Taha a fait une carrière solo par la suite. Et ces études témoignent, hein, du rapport ambigu à cette musique dite beurre qui va osciller entre distanciation de la culture des parents, mais en même temps hommage aux racines, et tout en revendiquant une autre place pour ces jeunes dans l'espace public. Le groupe Carte de séjour va essayer de s'émanciper de ce répertoire de la chanson maghrébine de l'exil que j'évoquais au départ, avec il ne va pas parler de cette nostalgie d'un pays perdu, mais se revendiquer comme un groupe de rock souhaitant parler à la société française en général et pas non plus, et plus plutôt à une communauté diasporique d'origine maghrébine. Pourtant, le groupe sera toujours ramené, hein, à cette étiquette du rock beurre, et ça sous-entend cette représentation exclusive d'une jeunesse de l'entre-deux, c'est-à-dire ni tout à fait française, ni tout à fait immigrée, et on peut faire vraiment des liens avec les cadres de la production cinématographique que tu viens d'évoquer pour les diasporas en France. Parallèlement, toujours dans ces années 80 un peu charnières, hein, l'émergence du rail, bien sûr, dans les années 80-90, beaucoup d'études sociologiques sur le rail qui envisagent ce répertoire comme une pratique circulatoire entre l'Algérie, plus principalement Oran, et puis la France, évidemment, Marseille. Cette bande-son de la jeunesse algérienne va être reprise par des dynamiques de l'ordre d'un marketing classique. Le marketing s'empare du rail, on va chercher à développer une consommation par le plus grand nombre, pour le coup, avec l'émergence de superstars, hein, comme Khaled Chebmani, et l'émergence évidemment de collaborations multiples par notamment Jean-Jacques Goldman et Khaled, Mylène Farmer et Khaled, et ça va donner des déclinaisons esthétiques du pop rail, du rail R&B, etc., etc., etc. Donc c'est intéressant aussi ces études. Donc ça dit des choses de la diaspora. Point. Mais d'autres études, notamment sur le rock alternatif des années 90, vont montrer le rapport ambivalent à cette identité assignée du beurre, notamment par des groupes comme Zebda ou Gnawa Diffusion. Les études vont montrer aussi les stratégies de détournement des stigmates identitaires pour mieux s'en moquer et pour mieux finalement dire des choses au réel de la société française. Alors, je passe rapidement sur mes travaux sur le groupe Zebda. Zebda, qui, entre parenthèses, en arabe veut dire le beurre, la matière grasse, ironie à lui tout seul, ce mot. Zebda qui va envisager la musique pour se dire, hein, comme un outil d'expression d'une citoyenneté pleine et entière, notamment en utilisant le procédé du sampling, ce copier-coller de citations musicales qui va questionner les contradictions identitaires de la société française. Ça permet à ces chanteurs issus de l'immigration kabyle-algérienne de se dire et kabyle et gascon, puisqu'ils sont, s'ils ne sont pas nés à Toulouse, ils ont vécu toute leur vie à Toulouse, donc ils sont citoyens de la ville de Toulouse. De la même manière, les études sur le groupe Gnawa Diffusion, qui rassemble des musiciens d'horizons différentes, et si j'oublie de vous montrer les photos, ça ne va pas,
qui rassemble des musiciens d'origine différente, hein, notamment Amazir Kateb, fils du dramaturge Kateb Yassine. Gnawa Diffusion va être un mélange de musique gnawa, alors très très rapidement, hein, les Gnawa habitent le sud de l'Algérie, auraient des origines subsahariennes et seraient descendants d'esclaves. Et finalement, créer un groupe comme Gnawa Diffusion en France, ben, ce n'est pas anodin, puisque c'est aussi pour dire l'importance de ne pas concevoir une identité algérienne qui serait uniquement en regardant vers le nord, en regardant vers l'Europe, mais c'est aussi réinvestir de sens une africanité constitutive de cette algérianité, si on peut dire les choses comme ça. Donc ça me semblait important de revenir sur ces différentes approches. Je voulais aussi vous proposer une autre manière de percevoir ces musiques des diasporas, notamment par l'objet sonore. Si tu parlais des vidéocassettes, eh bien, là, il y a beaucoup de documentaires qui sont consacrés aux cassettes audio. On oublie, hein, mais les cassettes audio étaient particulièrement importantes. Je pense à une journaliste qu'on a fait beaucoup, qui s'appelle Péroline Barbet, et qui va faire parler les cassettes, sortir les cassettes audio des placards. Ça permet de libérer une parole, des souvenirs, une mémoire, mais aussi un discours sur ces musiques. Discours, soit on se souvient quand on était jeune, soit c'est des cassettes qu'on a héritées, hein, de son père, d'un oncle, et du coup ça permet aussi de se placer dans un héritage d'une immigration, d'une histoire de l'immigration en France, finalement d'une histoire de France. L'objet sonore peut être matériel ou non, et ça fait le lien avec la première communication évidemment sur les médias, la numérisation des supports, aussi le développement d'Internet et des réseaux sociaux. Ça va témoigner d'une circulation des musiques. Je reprends l'exemple de la diaspora soninké, puisque c'était assez parlant. Claire Clouet explique qu'en France, mais voilà, elle travaille elle observe finalement que tous les soninké, finalement on pourrait dire, qu'ils soient ici ou là-bas, vont écouter notamment le griot Ganda Fadiga, dont je vous ai mis la photo, le griot lui-même, hein, qui a pu expérimenter les migrations et l'immigration, qui dans ses textes prévient sur les dangers de l'immigration, mais aussi, comme un griot, fait les généalogies des familles soninké. Son écoute finalement ici, là-bas, ou même dans un espace déterritorialisé grâce aux réseaux sociaux, ça marque ce passage d'une double absence à une double présence, et il devient le ciment intergénérationnel de cette diaspora soninké. Donc, deux éléments peut-être pour conclure. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Très bien. Vous ne criez pas, tout va bien. Donc, envisager les musiques des diasporas africaines de France, finalement, c'est inscrire ces recherches dans celle d'un transnationalisme des mondes de l'art. Les frontières font sens, mais pour mieux s'en affranchir. Et je prendrai deux exemples encore. Peut-être le coupé-décalé, qui finalement, les différentes études sur le coupé-décalé montrent que cette musique créée, ce répertoire créé entre Abidjan et Paris dans les années 2000, qui mélange Zougoulou ivoirien, Dombolo congolais, véhicule cet imaginaire de la frime, du luxe, de l'apparence. L'enjeu, c'est de montrer qu'on a réussi en terre étrangère, hein, qu'on rentre glorieux à Abidjan, avec cette idée qu'on ne sait pas vraiment d'où vient cet argent, d'où vient cette réussite, mais qu'il faut flamber, qu'il faut se montrer. Coupé-décalé très très à la mode en France, et je vous partage cette douce ironie quand même de se dire que c'est le groupe de coupé-décalé Magic System qui est choisi pour faire un concert le 7 mai 2017 pour célébrer l'élection du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Ouais, je pose ça sur la table. Donc, un nouveau terrain, à mon sens, de recherche s'ouvre aujourd'hui, avec le succès aussi des musiques, de ce que j'appelle les musiques urbaines africaines de France, notamment avec l'afro-trap de MHD, ou même le rap, les raps, j'allais dire, hein, de Black M ou de Maître Gims. C'est des pistes d'études qui sont soulevées dans plusieurs documentaires. Je citerai notamment les documentaires d'Élodie Maillot sur la série documentaire de France Culture. Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'en analysant ces nouveaux artistes, finalement, l'enjeu serait de déchiffrer, d'une part, les représentations engendrées par les expériences croisées de ces artistes, hein, de la France où ils habitent et des villes, des grandes villes d'Afrique où les chansons circulent. Et d'autre part, ce serait intéressant de comprendre en quoi ces représentations éclairent le contexte sociopolitique français actuel, ou plutôt
comment ces artistes investissent de sens cette africanité française ou cette franco-africanité. Merci. Denis Constant-Martin, qui est anthropologue spécialisé en anthropologie politique et pratique culturelle. Merci beaucoup. Bon, c'est un petit peu difficile de prendre la parole après des gens, ceux qu'on a vus dans la vidéo, qui sont tellement impliqués dans la pratique, dans la volonté de transformer la situation, et que bon, on en revient à un point de vue qui est un point de vue plus d'observateur extérieur, je ne dirais pas complètement passif, mais bon, qui est un peu décalé par rapport à ça. Alors, mon petit commentaire va être décalé d'ailleurs de plusieurs manières, parce que j'ai construit ce commentaire à partir des textes que j'ai lus. Donc, j'ai lu toutes les communications, y compris celles de Marianne Nourgoni et de Cassiopée Nsondé. Donc, je vais inclure, évidemment, je ne vais pas les exclure de mes commentaires. Je trouve que, bon, ce sont des textes très riches, certains d'entre eux très longs, n'est-ce pas, qui sont déjà des rapports qui sont disponibles sur le site, je crois, sur le site. Pas tous, bon, et ils vont l'être peut-être. Bon, donc voilà, et je vais essayer de faire ça assez rapidement, aussi rapidement que possible, ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir rendre justice à la richesse de tous ces textes, hein, c'est évident dans le cadre d'une intervention aussi courte que ça. Alors, je n'ai pas voulu faire un commentaire papier par papier, bon, que je trouve toujours un petit peu ennuyeux finalement, donc j'ai essayé de regrouper ça par thème, et j'ai trouvé, c'est bon, ma lecture personnelle, 4 grands thèmes. Alors, la méthodologie, l'envergure de la communication, la question des identités et la question de la création, puis je rajouterai peut-être 2 ou 3 petites choses de mon cru à la fin. Alors, question de la méthodologie, bon, c'est essentiellement la première communication, celle d'Étienne Damhomme, Étienne Sossou et Joël Todo à l'épouille, qui le posent. Tant on est confronté à un problème qui est très souvent la prolifération des médias en ligne et leur richesse, et en même temps, alors je ne dirais pas parce que je suis incompétent là-dedans, mais ce qui, moi, en tant qu'incompétent, me semble être parfois un défaut d'outils analytiques pour travailler là-dessus. Alors là, ce que j'ai trouvé très intéressant, donc dans cette communication d'Étienne Damhomme, Étienne Sossou et Joël Todo à l'épouille, bon, c'est qu'il y a une méthodologie qui est mise en avant, bon, celle qu'ils appellent le mapping des pratiques. Également, on trouve dans le texte l'expression qui est assez jolie, qui est nettographie, qui est presque un anagramme d'ethnographie. C'est en quelque sorte une ethnographie des médias. Alors, ils insistent bien dans leur texte sur le fait qu'il s'agit d'une étude exploratoire et bon, que, je veux dire, cette espèce de mapping, de cartographie, de nettographie qu'ils proposent n'est qu'un premier pas vers des études plus poussées. Et c'est à ce niveau-là que je me demandais si, d'une part, déjà dans le cadre de ce qu'ils ont analysé, il n'y aurait pas des possibilités d'analyse de contenu un petit peu plus poussées. Et en d'autre part, moi je me souviens, mais sans connaître véritablement le détail de ces méthodes, des travaux qui parlent d'architecture des sites et en particulier d'arborescence et qui font une analyse structurelle de l'architecture des sites et qui, à travers cette analyse, arrivent à discerner des significations particulières qui ne sont pas nécessairement des significations explicites. Mais ce qui est évidemment, ce qui ouvre sur les autres communications de ce matin, c'est l'insistance qu'ils mettent à montrer le lien qu'il y a entre ces médias diasporiques, alors médias diasporiques par excellence, hein, ça a été dit dans le texte et dans la présentation, qui permettent de construire des liens entre identité, pratiques culturelles et engagement socio-économique. Et c'était pour ça que c'était parfait d'avoir cette communication en ouverture de la matinée, parce que ça ouvrait véritablement sur les autres communications. Alors, le deuxième thème qu'on va retrouver dans un certain nombre de communications, c'est la question de l'envergure de la communication. Par là,
j'entends à qui peut s'adresser un site et à quel public le destine-t-on. Bon, tous les textes insistent sur le fait que les médias numériques permettent une mise en relation d'un certain nombre de personnes, qu'ils permettent une liberté d'expression plus grande qu'on ne peut la trouver dans certains pays, évidemment, mais même dans d'autres modes d'expression comme peut-être l'imprimé, et qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît très fréquemment, qui est que cette information est mise en circulation. C'est une information surtout alternative, parfois contestatrice, mais qu'elle est beaucoup mise en relation au sein de réseaux, des réseaux diasporiques, ce qui entraîne l'utilisation de cette mise en relation vers divers types de mobilisation. On trouve on trouve ce constat, encore une fois, dans le papier d'Étienne Damom, Étienne Sossou et Joël Todo-Alipouille. Mais on trouve aussi, et c'est là que c'est vraiment dommage de ne pas avoir nos deux autres intervenantes, on trouve aussi dans le texte de Cassiope Nsonde elle insiste sur le fait qu'il existe des efforts pour ne pas rester dans l'entre-soi des acteurs transnationaux et diasporiques et pour inventer un nouvel universalisme, pour tenter de mobiliser un public diversifié. Je crois que là, on a une des premières tensions que l'on peut percevoir à travers cet ensemble de papiers, qui est d'une part la possibilité de construire des réseaux virtuels et de faire circuler et de mobiliser à travers ces réseaux virtuels, et de l'autre côté, la volonté de sortir d'un réseau qui enfermerait dans un entre-soi pour toucher un public beaucoup plus général, beaucoup plus large, et arriver à cette idée du nouvel universalisme qu'on va retrouver par la suite derrière d'autres thèmes. Parce qu'évidemment, quand on parle de cette tension entre réseaux relativement fermés et centrés sur une origine, un problème, un facteur de ce type, et puis universalisme, ça renvoie à la question de ce qu'on appelle les identités, et qui est une question qui traverse toutes les communications. Alors, dans toutes les communications, il y a une sorte de convergence qui est que les identités que l'on peut percevoir de l'extérieur, que l'on peut analyser de l'extérieur, sont des identités complexes et multiples. Mais ces identités complexes, multiples, empilées, mélangées, métissées, elles sont confrontées à des représentations souvent homogénéisantes et stigmatisantes. Et là, on a encore une fois dans cette tension quelque chose qui arrive au niveau du combat, c'est-à-dire du combat pour que, à travers ces médias numériques, on puisse mettre en avant des identités légitimes, des identités ressenties, et par là même déconstruire, s'opposer, miner les identités stigmatisantes qui sont produites à l'extérieur. On retrouve ici quelque chose qui est très, très classique dans la littérature sur l'identité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une contradiction, et en même temps une contradiction qui est elle-même un cadre de formation des configurations identitaires, qui est l'identification, l'auto-identification, si on peut dire, la projection de l'identité souhaitée, mais l'identification par le monde extérieur qui va construire de ce qui est perçu comme un autre, et je dis bien ce qui est perçu comme un autre, qui va construire une certaine image. Alors, on trouve un certain nombre de constats très importants. Le bricolage des identités, les médias numériques permettent un bricolage des identités, disent Étienne Damom, Étienne Sossou et Joël Todo-Alipouille. Mais au-delà du bricolage, ce que montre très bien à travers la pratique et le discours des musiciens maghrébins et subsahariens, ce que montre Armel Gaulier, c'est qu'il y a une revendication qui ne porte pas simplement sur l'héritage, qui ne porte pas simplement sur
un héritage ou deux héritages, mais qui se manifestent à travers une multitude d'influences musicales. Et cette revendication de la multitude des influences musicales qui est très, très perceptible, même à une oreille non exercée, à travers, par exemple, l'utilisation des samples dans la musique de Zelda, cette revendication d'une multitude d'influences qui permettent la création originale, ça témoigne d'une volonté de construire des représentations positives, et ça c'était Alessandro Jedlowski qui le disait, lutter contre une norme invisible de blanchité. Alors Alessandro parlait du cinéma, pardon, et de lutter aussi contre les difficultés d'accès aux moyens de production pour les personnes, bon, quelques noms qu'on leur donne, des minorités de la diaspora. Mais là encore, on va trouver une tension, une contradiction, c'est qu'il y a cette volonté de lutter contre les représentations dominantes et en même temps la nécessité, ressentie au moins par quelques acteurs de ce champ-là, la nécessité de se couler dans un moule qui est le moule du mainstream, de l'idéologie dominante de ce qu'est le cinéma de divertissement aujourd'hui. Et c'est une tension, alors là je sors des papiers présentés ce matin, mais c'est une tension qui avait été très bien exprimée par un analyste du punk rock, qui disait que les musiciens punk, ils hésitaient toujours entre subvention et subversion. Vous voyez, et il me semble que ça s'appliquerait également au cinéma diasporique. Par rapport à ça, et là encore, je regrette que l'autrice ne soit pas là, Marianne les expériences dont nous fait part Marianne Nourgoni, qui présente d'ailleurs pas vraiment un papier, mais beaucoup plus, ce sont deux entretiens, mais absolument passionnants, avec des acteurs de la vie culturelle, et on pourrait parler dans le plus noble sens du terme de l'éducation populaire et culturelle, des expériences qui visent à permettre à des sujets, et des sujets très jeunes dans ce cas-ci, qui visent à permettre à des sujets très jeunes d'explorer leur identité, et plus exactement leurs identités, en le plaçant délibérément sous l'angle de l'ouverture aux multiples et aux divers. Notamment, une de ces expériences consiste à mettre en rapport des enfants avec des objets qui vont favoriser une réflexion pratique sur l'identité et l'altérité. Mais ces objets peuvent être des objets de leur culture dite d'origine, mais peuvent être également des objets de cultures différentes. Et donc, ils ont la possibilité, déjà, à travers la perception des objets, de saisir des communautés, des différences. Et d'autre part, les groupes d'enfants qui se livrent à cette expérience sont eux-mêmes des groupes diversifiés en fonction des origines des jeunes. Donc, il n'y a pas simplement des petits Africains ou des petits Guinéens et puis peut-être des petits Vietnamiens, ou etc., etc. Il y a des enfants donc en groupe mélangé. Et ça leur permet, d'après Marianne Nourgoni et ses interlocuteurs, de s'approprier des objets qui sont au départ perçus comme étrangers, mais qui en fait deviennent par le processus d'appropriation, qui deviennent quelque chose qui intègre leur représentation du monde. Et on est là dans quelque chose, moi, qui m'évoque un peu, je dirais, un labyrinthe de miroirs. Vous savez, ce qu'on trouve ce qu'on trouvait peut-être dans certaines foires, ce qu'on voit à la fin dans La Dame de Shanghai d'Orson Welles, ces labyrinthes dans lesquels les parois sont représentées par des miroirs souvent déformants, et on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où, et on n'arrive pas à savoir où on peut aller. Et je pense que là, on a des expériences qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. D'autant plus qu'on ne peut pas parler, à partir de ces papiers-ci et en général, on ne peut pas parler d'identité sans poser la question de la création. Et la création, elle s'oppose d'abord
la question de la création, pour les personnes d'origine diasporique, si on peut les appeler ainsi, elle se pose d'abord par la difficulté d'accéder à la production en France en tant que diasporique, justement. C'est ce que montre l'intervention d'Alessandro Jedlowski. D'autant plus que, et ça c'était dit d'emblée par Étienne Damon, Étienne Sossou et Joël Todo à l'Épouille, que tout ça, quand on parle de création diasporique dans un pays comme la France, puisque c'est de ça qu'il s'agissait, ben on fonctionne dans un système économique néolibéral qui n'est pas, de toute manière, en général, très favorable à la création, très favorable à l'originalité. Mais lorsque cette création peut se faire, et elle se fait malgré tout, dans bien des domaines, et notamment dans le domaine musical, comme le montre Armel Collier, ben cette création, elle s'appuie, elle se nourrit d'influences multiples, d'appropriation. Alors, il faut trouver des cadres alternatifs pour permettre la production de la création, et c'est ce qu'on entrevoit dans le documentaire de Cassiopée Nsondé. Certains acteurs vont prendre en main les supports, ou vont créer plus exactement des supports à la création sous la forme de projets divers, de festivals, de lieux de rencontre. On avait ici l'exemple d'une librairie dont elle parle assez longuement dans son texte, qui est à la fois une librairie, un lieu de rencontre et un lieu de spectacle, donc de création, de répétition pour monter des spectacles d'ordre théâtral ou chorégraphique. Et tout cela, et ça je vais emprunter cette conclusion provisoire au texte de Cassiopée Nsondé, tout ça vise à permettre la réinvention des pratiques culturelles en vue d'une politique du semblable, phrase qu'elle emprunte à Achille Mbembe, et qui rejoint donc l'idée de l'ouverture des réseaux virtuels sur l'universel et non pas simplement sur des mondes de mondes clos. Bon, ce qui pose le problème, elle en parle comme en ont parlé Étienne Sossou, comme en ont parlé comme on parle Cassiopée Nsondé, mais il y a un certain nombre de communications qui ont fait. Ce qui pose le problème de la restitution, sur lequel je ne vais pas, j'avais 2 ou 3 choses que j'avais envie de dire ici, mais il n'y a pas le temps, donc éventuellement on peut en revenir dans la destruction. C'est intéressant, ça, hein. La destruction du musée et la reconstitution du musée d'une autre manière. Ça, c'est encore que, alors, petite parenthèse, puisque j'ai fait ce lapsus, ce qui montre très bien ce que j'ai dans ma tête. Moi, a priori, je n'étais pas tellement pour qu'on modifie le musée de Louvain, le musée de Tervuren. Moi, je trouve que c'est un artefact historique. Il faut le montrer pour ce qu'il est. Il faut le garder, mais évidemment, le garder en le contextualisant, en l'expliquant, etc. Et j'avais le même problème avec la statue de Rhodes sur le campus de l'Université du Cap. Ce n'est pas de l'effacer qui sert à quoi que ce soit. Il faut le garder, puis il faut expliquer l'histoire, il faut expliquer quel était le projet de ce monsieur, il faut expliquer les atrocités, à quoi a mené ce projet. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Il y a des choses très intéressantes. Alors je peux parler de la confrontation des enfants avec des objets, supposés des objets artistiques, ça peut même être de la culture matérielle. Il y a des pistes de recherche qui se dégagent un petit peu de l'ensemble de ces papiers. Je termine très vite là-dessus. La première, ça c'est un thème très banal, c'est comment améliorer les conditions économiques et culturelles et favoriser la reconnaissance des créations par des personnes dites diasporiques, pas simplement dans les institutions officielles comme les grands musées, mais également grâce aux initiatives qui ont été prises et dont Cassiopée Nsondé parlait. L'autre question un peu plus complexe, et ça il y aurait vraiment des enquêtes à faire là-dessus, c'est est-ce que les pratiques artistiques entraînent des modifications des représentations des immigrés pour eux-mêmes? Est-ce que chez les immigrés ou les diasporiques qui
s'emparent de ces pratiques artistiques ou qui en sont spectateurs, est-ce que ça entraîne une représentation, un changement de leur propre représentation? Et est-ce que ça entraîne également un changement des représentations aux yeux des autres? Est-ce qu'il y a un impact générationnel? Est-ce qu'il y a des différences générationnelles de ce point de vue-là? Et est-ce qu'il y a un impact particulier? Ça, c'est une question qui me taraude véritablement. Est-ce que les clips vidéo n'ont pas un impact particulier du fait de la multiplicité des moyens de communication qui sont condensés dans le clip? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas simplement s'intéresser aux clips de musique, hein, mais également aux clips publicitaires. Il me semble que la publicité joue un rôle très important dans la construction, la diffusion et éventuellement l'évolution des représentations. Donc, il faut mettre les médias audiovisuels en perspective par rapport aux arts de la scène, théâtre et opéra. Et il y aurait beaucoup de choses à dire à propos. Bon, il y a eu ce grand rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris, mais il y aurait probablement d'autres choses à rajouter là-dessus. Et à mettre aussi ça en perspective avec la musique, où il semble que la position des personnes d'origine africaine ou des personnes d'origine dite diasporique ne soit pas exactement la même que dans d'autres domaines. Et puis, alors, il y a tout un champ de recherche sur le rapport des descendants d'immigrés, entre guillemets, à la création contemporaine. Est-ce qu'il y a eu des études, par exemple, est-ce qu'on a amené des enfants d'école de Seine-Saint-Denis voir l'exposition de Chéri Samba à la Fondation Cartier? Quand on voit, moi j'ai été absolument étonné d'aller sur le site Wikipédia Art africain et de voir la liste des expositions dénommées Art africain qu'il a pu y avoir en France et en Europe. C'est absolument énorme. Maintenant, quel est le public? Qu'est-ce qui va voir ça? Est-ce qu'on emmène les enfants des écoles voir ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça a peut-être été fait, c'est mon incompétence, hein, mais je ne sais pas, est-ce qu'on les emmène à l'Institut du monde arabe voir cette grande exposition à l'Institut du monde arabe à l'heure actuelle sur les divas moyen-orientales? Bon, voilà, ça pourrait être intéressant d'emmener des enfants voir ça, et puis leur faire voir Bordeaux en leur ayant lu avant des extraits du guide du Bordeaux colonial et de la métropole bordelaise, hein, publié récemment par Sileps, ou alors des lignes du livre absolument tonique, hein, qu'on pourrait qualifier de pamphlétaire à la limite, mais qui est vraiment très salutaire, d'Anne-Marie Gara, qui s'appelle Humeur noire et qui parle en particulier de la salle consacrée supposément à l'histoire de l'esclavage à Bordeaux au musée d'Aquitaine. Voilà, merci, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Constant Martin, pour ce commentaire passionnant et très riche. On a 10 minutes peut-être qui restent pour quelques questions. Je vous invite à venir ici pour les poser au micro, à commencer par la salle. Est-ce qu'il y a des questions ici dans l'amphi? C'est une question sur justement c'est une question, une interpellation sur les artistes musicaux récents comme Aya Nakamura, Maître Gims, et puis sur un peu le discours que vous avez sur leur position dans le mainstream, alors que je pense qu'il y a quand même ces 3-4 dernières années avec, je sais pas, Louzen Yakuza, enfin il y a quand même des artistes de la diaspora, de la nouvelle génération qui s'inscrivent à 100% dans le mainstream. Donc voilà, je voulais c'est sans doute parce que aussi la production musicale coûte moins cher, etc. C'est aussi parce que elle s'internationalise. On voit avec des artistes comme Sidiki Diabaté, voilà, être ici ou être de là-bas, c'est plus vraiment la question, quoi. Mais en tout cas, voilà, est-ce que finalement cette question d'accès aux moyens de production, de revendication, elle tient toujours la route, ou alors qu'aujourd'hui finalement depuis 3 ans il y a vraiment des artistes de la diaspora qui sont complètement mainstream, qui sont sans cesse en haut des charts et qui définissent aussi le mainstream. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. On prend plus de questions s'il y en a, comme ça on ramasse après les réponses.
Bonjour, je voulais savoir si vous avez noté, surtout pour les médias des diasporas africaines, une corrélation entre le dynamisme de ces médias et l'origine au niveau de la montée de la démocratisation dans ces pays et le rôle qu'ils peuvent jouer justement dans la lutte contre les inégalités et quelle est la place que certains peuvent occuper, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne. Donc, s'il y a quelques pays qui marquent, disons, une étape d'avance par rapport à d'autres et si ils peuvent jouer un rôle dans la démocratisation et cette lutte contre l'inégalité. Merci. Bonjour, j'avais une question qui rejoint un peu la précédente. Vous disiez qu'il y avait une participation plus ou moins intense justement dans la création de médias selon les origines, selon les communautés, que les Maliens, les Sénégalais étaient plus actifs par exemple que les Tchadiens. Enfin, est-ce que vous avez quelques explications pour expliquer ce phénomène-là? Ça rejoint un peu, je pense, avec la question d'avant. Et puis après, sur la question des représentations, on comprend que dans la création de ces médias un peu alternatifs, un enjeu qui est devenu vraiment important, c'est de contrer ces représentations négatives véhiculées par les médias mainstream, justement, par des représentations à la fois positives, mais différentes, quoi. Et je me posais la question, est-ce qu'au-delà de cette fonction-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ces pratiques que vous avez explorées, je m'adresse plutôt aux premiers intervenants, justement, au-delà de ça, une des tentatives pour essayer justement de déconstruire ces représentations négatives qui sont véhiculées par les autres médias, donc en interpellant ces médias, voire en étant vraiment dans de la création de liens actifs, pas seulement par le fait même d'exister et du coup de présenter d'autres versions possibles, quoi. Donc, voilà, merci. En fait, j'ai une question, c'est très simple. Est-ce qu'il y a en fait des relations entre les médias de la diaspora avec les commerçants africains, par exemple, et aussi quelles sont les relations avec les associations en fait, au niveau de financement? Je sais pas si vous comprenez. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe un autocensure au niveau de politique pour les médias de la diaspora africaine? Voilà, c'est tout, cette question. Merci. On va prendre les réponses. Donc, je vous prie, les intervenants, de rallumer votre ordi et votre micro quand vous donnez la réponse. On va faire le tour en ordre. Donc, on commence par Étienne, deux Étienne. Oui, la question de Monique, aimerait savoir s'il y a une corrélation entre ces médias et la lutte contre les inégalités dans les pays d'origine, si vous voulez. Oui, je pense que, comme nous l'avons montré, il y a beaucoup de médias qui sont des médias engagés et qui luttent effectivement, ou bien qui font des publications pour montrer les inégalités que vivent les populations africaines, voilà, dans leur pays d'origine, et qui suscitent d'ailleurs des débats interactifs, interactifs sur ces médias. Quand vous suivez les débats sur Africa numéro 1, je pense que vous allez voir que l'actualité des pays africains sont toujours présentées et commentées et permettent aussi aux gens de la diaspora de donner leur opinion, ce qui constitue également un élément pour influencer aussi la politique dans les pays d'origine. La deuxième question, je voudrais savoir si, quel est l'élément qui explique le fait que pour certaines communautés, par exemple pour les Tchadiens qui sont moins présents sur ces réseaux comparativement à d'autres, moi l'explication que je pourrais donner, c'est ça peut être lié à la taille aussi, à la taille de cette communauté en France, et aussi à la politique qui est mise en place dans les pays d'origine. Si les questions de droits de l'homme sont bafouées, je pense que les gens vont avoir un peu tendance à ne pas aller sur ces médias, mais trouver d'autres mécanismes, peut-être WhatsApp, pour pouvoir communiquer entre eux. Ce qui fait que
quand on va faire des études en ligne, on ne les verra pas forcément. Sûrement qu'ils ont d'autres mécanismes de communication, enfin, oui, de communication qui ne sont pas ouverts sur l'Internet. Donc, c'est l'explication que je pense voilà, pour poser à cette question. Je ne sais pas si M. Etienne Damou a quelque chose par rapport à cela. Donc, la troisième question correspond également à ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport à la déconstruction. Oui, ces médias permettent effectivement de déconstruire les discours des médias traditionnels ou bien des médias internationaux qui présentent l'Afrique voilà, dans une perspective un peu pessimiste ou un peu négative. Alors qu'il y a une réelle dynamique de l'Afrique qui est en émergence actuellement, que ces médias ne présentent pas forcément. Quand on regarde un peu la grille éditoriale de Africa 24, qui présente la dynamique dans laquelle s'inscrive aujourd'hui l'Afrique. Je pense que c'est complètement différent de la grille de présentation de France 24 ou d'autres médias internationaux qui présentent l'Afrique un peu dans une perspective un peu négative. Ou bien qui ne tiennent pas forcément compte voilà, de cette dynamique-là où on voit la classe moyenne très émergente, où l'Afrique, où les jeunes sont plus dynamiques, plus ouverts et s'engagent réellement à changer l'image voilà, de cette Afrique. Donc, ces médias-là, effectivement, veulent contrer cette image qui est présentée par les médias traditionnels internationaux pour donner une autre perspective de l'Afrique ou peut-être même les contraindre même à aller dans le même sens qu'à présenter l'Afrique d'une manière très différente. Concernant le financement, sur cette question, nous n'avons pas pu traiter ce sujet-là parce que déjà pour les médias traditionnels, c'est très difficile maintenant pour avoir de financement. Et pour les associations qui ouvrent, qui créent une page, je pense que ces associations n'ont pas de financement réel pour pouvoir financer ces médias qui sont créés par ces associations. Oui, juste deux petits mots supplémentaires pour répondre à la question de la censure. Dans la réponse qu'Étienne a donnée à propos du Tchad, et en prenant l'exemple du Tchad, à propos donc des communautés qu'on voit moins dans les médias, sur Internet en particulier, il disait que alors, ce qui se passe sur le terrain en Afrique a des répercussions ici. Alors, il y a investir Internet et être en France en particulier comporte des bénéfices. Hein. On échappe un peu aux limitations que les gens peuvent avoir directement dans le pays d'origine. Un manque de liberté, ils sont pourchassés, réprimés, etc. Quand on est en France, on n'est plus protégé et on peut donc se permettre d'avoir une certaine liberté de parole. Mais à condition, évidemment, de ne pas repartir dans le pays, de ne pas être bien identifié et de ne pas repartir dans le pays parce qu'on pourrait effectivement être amené à être identifié, reconnu et pourchassé. C'est arrivé pour plusieurs web activistes, hein, burkinabés, guinéens, etc., qui ont évidemment dit tout ce qu'ils pouvaient dire ici en oubliant qu'un jour ils retourneraient au pays et se feraient cueillir à l'aéroport, etc. Donc, il y a les deux à la fois. Donc, on peut se permettre de dire des choses ici, on peut se permettre de vouloir
comment on appelle ça, faire changer les choses sur place, mais parfois aussi, évidemment, ce qui vous attend au pays peut constituer une forme de censure et vous conduire à vous auto-censurer. L'autre aspect que je voulais évoquer juste pour compléter, c'est aussi à propos de cette volonté effectivement de faire changer les choses sur place, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan économique, on voit pas mal de reportages, ou plutôt de mise en valeur de ceci qui marche dans tel pays, un port qui marche bien à tel endroit. Ça va être l'occasion pour construire tout un papier ou alors même des photos, etc., exposant ces réussites-là. Et sur le plan politique, oui, la volonté, effectivement, de s'adresser aux gens. Alors, parfois très, très compliqué, parce que il y a beaucoup de rumeurs qui sont relayées. Il y a beaucoup de mensonges aussi qui sont relayés pour noircir, pour déstabiliser les pouvoirs en place, mais aussi évidemment tel ou tel homme politique, etc. Parfois donc des choses qui n'ont pas de preuves, mais qui évidemment sont diffusées. Et donc ça reste des choses qu'on a observées, nous, dans les médias, qu'on a analysées, et des choses, évidemment, puisqu'il y a toujours aussi des commentaires de ceux qui sont sur place, qui sont restés au pays pour dire, mais ceci, c'est pas vrai, ceci, etc., etc. Donc, il y a tout ça, quoi. C'est pas, il y a cette volonté-là de construire, mais en même temps, derrière, il y a de vrais problèmes, quoi. Voilà. Ce que je voulais ajouter. La contribution des médias diasporiques aux luttes féministes du continent africain. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce sujet-là. Alors, très brièvement, pour vous répondre, il y a peut-être deux choses. Ça supposerait qu'on définisse ensemble ce que mainstream veut dire, déjà. Parce que comment est-ce qu'on circonscrit le mainstream, et après peut-être pour être très brève, mais on peut en rediscuter par la suite. Et là, l'enjeu dans l'étude, c'était moins de savoir comment se positionnent les artistes que plutôt comment est-ce qu'on parle d'eux, a fortiori comment est-ce que la société française parle d'eux, quoi. La presse et bien évidemment comment est-ce que la littérature scientifique aborde ces questions-là et ces artistes-là dits issus de la diaspora. Mais enfin, on pourrait en faire 15 minutes. Du coup, je m'arrête là, mais on peut en discuter après parce que je pense que votre question, elle est plus large que ce que je peux vous en répondre là maintenant. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous.